FMTV. Donc c'est un long parcours. Jonathan Denis, bonjour. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. On va rappeler que si le texte est adopté, on va créer donc un droit à l'aide à mourir qui sera ouvert aux personnes atteintes d'une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, en présentant une souffrance physique ou psychologique constante. C'est ça? C'est bien cela. Ce sont des, alors il y a d'autres conditions. Il y a être majeur, il y a de la nationalité française ou résider de manière stable, et il y a surtout pouvoir le dire jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est ce caractère libre et éclairé. Ce sont les 5 conditions cumulatives pour pouvoir demander une aide active à mort. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'issue du vote cet après-midi? J'ai envie de dire enfin, parce que ça fait 45 ans qu'on a ce débat. La première proposition de loi, elle date de 1978, et puis il y a un an, une déflagration, la dissolution, alors que le texte s'apprêtait à être voté. Donc, on a pris du temps, beaucoup de temps, du temps que certains, hélas, n'avaient plus et ils ont dû partir à l'étranger ou ils ont dû être accompagnés clandestinement dans notre pays. J'ai confiance en l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse enfin doter la France de ce texte de loi, mais ce n'est que la première étape. Il va y avoir un marathon législatif derrière. Le Sénat risque de détricoter le texte. Pas sûr que ça revienne rapidement. S'il y a un enlisement, Emmanuel Macron a dit ce sera le référendum. Ouais, mais simplement, la France deviendrait, si le texte était adopté définitivement, on en est encore loin aujourd'hui, deviendrait le 8e État d'Europe à autoriser l'aide à mourir. Mais pourquoi on n'utilise pas les vrais termes? Euthanasie, suicide assisté. C'est quoi? C'est par pudeur? Alors non, mais je les assume totalement. Ils ne sont pas dans le texte. Oui, alors après, peu importe le débat sémantique. L'important, c'est ce qu'il y a derrière le texte et effectivement comment on va accompagner. Moi, j'assume les mots. Cette loi, c'est une loi qui parle du suicide assisté. Voilà. C'est l'auto-administration d'une substance létale par la personne elle-même, un suicide assisté, avec une exception d'euthanasie, c'est-à-dire si la personne n'est plus capable de s'auto-administrer le produit physiquement, alors un médecin, un infirmier, une infirmière le fera. Suicide assisté, exception d'euthanasie. Ah ben, heureusement, quand on parle de liberté, c'est la liberté de conscience des soignés, mais également des soignants. Mais que répondez-vous à ces malades que l'on a vu prendre la parole, parfois touchés gravement, et je prends l'exemple de Maxence qui atteint de myopathie, 21 ans, et qui dit « Cette loi française va-t-elle devenir plus dangereuse que ma maladie ?» Il parle d'une loi dangereuse. Alors c'est déjà l'une des lois les plus restrictives au monde que nous allons avoir, il faut bien en avoir conscience. Il y a débat, certains disent qu'elle est déjà très permissive. Oui, mais c'était les mêmes qui vous expliquaient qu'aux Pays-Bas on faisait n'importe quoi, qu'en Belgique aussi, au Canada aussi. Puis finalement on a une loi avec un cadre très clair, on va nous inventer que c'est celle qui permettra le plus. Non, c'est l'une des lois les plus restrictives au monde avec le pronostic vital engagé. Il y a combien d'euthanasie au Canada? Alors, vous avez 7% des accompagnements qui se font dans le cadre d'une aide active à mourir. À peu près. Oui, mais après, c'est à rapporter en fonction des décès. Vous allez en Belgique, c'est 3% au départ, des décès. On disait 200, finalement, à 15 000. Donc oui, mais le Canada a un système de santé différent, bien différent. Nous avons un bien national, un trésor national qui s'appelle la sécurité sociale chez nous, que nous ne connaissons pas de la même manière dans les pays anglo-saxons. Et puis, nous avons pris le temps du débat en France. Donc on sait où on va. On peut retenir ce qui se fait à l'étranger depuis 25 ans. Donc il est temps d'avancer. Maintenant, vous m'interrogiez sur le cas de Maxence ou d'autres malades. Moi, je n'oppose pas les malades entre eux. Vous avez des malades qui disent « je n'en peux plus. Je n'en peux plus et aujourd'hui, je souhaite qu'on puisse me délivrer de mes souffrances dans le cadre d'une aide active à mourir. » Et puis il y en a d'autres qui disent « mais jamais, personne ne détient une vérité. Moi, j'en ai pas. J'ai des convictions, mais le jour où, s'il y a le jour où, je ne sais pas ce que je voudrais, je veux avoir la liberté de choix. » François Bayrou, ce matin, il a pris 2 exemples pour justifier son abstention. Il a pris effectivement l'exemple du Canada, il a pris l'exemple des Pays-Bas aussi, où pendant les débats parlementaires, cette loi elle avait été conçue aux Pays-Bas pour ne concerner que quelques cas, quelques dizaines, peut-être quelques centaines de cas. Aujourd'hui, disait-il, le Premier ministre, 10 000 personnes ont recours à cette aide médicale à mourir. Et il dit 10 000 personnes rapportées à la population française, ce serait 35 000 cas par an. Donc on n'est plus du tout, si le Premier ministre dit vrai, on n'est plus du tout dans une loi d'exception pour régler quelques cas. On cite souvent la maladie de Charcot. On a beaucoup entendu parler du cas absolument terrible de Charles Bietri, ancien journaliste. On l'a vu même interpeller le chef de l'État. Est-ce que le risque, c'est pas qu'au fond, ce qui est prévu pour traiter quelques cas ne soit en fait admissible pour des milliers de gens chaque année? Alors moi je suis pas là pour faire de la politique, mais j'ai une petite inquiétude pour François Bayrou, parce qu'il est Premier ministre et aujourd'hui il nous dit si on vote une loi, elle va évoluer derrière.
Il faut quand même rappeler qu'effectivement, il y a des lois qui sont évaluées, qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, il y a un cadre restrictif. C'est-à-dire qu'il faudrait ne rien voter, laisser la clandestinité comme elle se fait aujourd'hui, et puis finalement attendre que les gens partent en Suisse. Il y a des choses qui sont autorisées ailleurs, pas chez nous, et inversement. Non, mais à ce moment-là, on ne vote rien. C'est-à-dire qu'on vote une loi restrictive. Pourquoi on voudrait absolument qu'elle évolue derrière dans le sens de ce qu'ont pu faire d'autres pays? Déjà, les Parce autres pays... qu'ailleurs, en général, c'était restrictif, et puis après, ça s'est élargi. Non, les exemples des Pays-Bas, du Canada. Mais vous regardez l'exemple de la Belgique, par exemple, il y a eu les mineurs et les maladies psychiatriques. Ce n'est absolument pas le cas dans la loi française. Oui, mais un jour, peut-être que ça sera le cas, puisqu'une fois qu'on pose. Sauf qu'on accompagne déjà les mineurs en France, monsieur. On accompagne déjà les mineurs en France, il faut le dire, dans le cadre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, quand le pronostic vital est engagé à court terme. C'est la loi Cassonetti en Belgique, pour qu'un mineur puisse. Ils ont la sédation aussi en Belgique. Pour qu'un mineur puisse être accompagné dans le cadre d'une aide active à mourir, il faut qu'il ait des souffrances physiques réfractaires, un pronostic vital engagé à court terme et cette maladie grave et incurable, c'est-à-dire les mêmes. Et l'autre sujet évoqué par le Premier ministre ce matin, c'était la question du délit d'entrave. La loi prévoit un délit d'entrave si, par exemple, un soignant, un membre de la famille venait à essayer de convaincre le patient de ne pas procéder à l'acte. Lui se dit choqué par ce délit d'entrave. Est-ce que ça l'est choquant? Je suis désolé pour M. Bayrou, il est Premier ministre, qu'il apprenne à lire ce qu'est le délit d'entrave, ne serait-ce que dans la loi sur l'IVG. On a calqué ce délit d'entrave exactement sur celui de l'IVG. C'est-à-dire que ce n'est pas remettre en cause la liberté d'expression, c'est-à-dire ce n'est pas remettre en cause le rôle d'un soignant de pouvoir dire à quelqu'un je ne pense pas que l'aide active à mourir soit la solution, etc. C'est pareil, l'IVG et l'aide à mourir. C'est le même délit d'entrave. Non, c'est le même délit d'entrave. C'est deux choses totalement différentes. On voit aujourd'hui que vous avez des voleurs de liberté. Moi, Jean-Paul Lémon, on voit que vous avez des associations qui peuvent demain s'enchaîner dans des hôpitaux qui peuvent empêcher une libre circulation. Mais si c'est dans la famille, ce n'est pas simplement un membre de la famille qui dit... On parle de pression psychologique, on parle de menaces. Non, mais c'est ça le délit d'entrave. C'est un critère très subjectif. Ah oui, mais pourquoi il n'y a pas un délit d'incitation? Alors, il devrait aussi avoir un délit d'incitation. Les députés n'ont pas voté. Il y a des cadres. Il y a un cadre déjà de loi qui existe. Il faudra s'assurer évidemment qu'il n'y a pas les pressions, etc. Mais ce délit d'entrave, il peut y avoir aussi des délits d'incitation dans la famille. Écoute, il va falloir, ça serait mieux que tu. Oui, mais derrière, vous avez un médecin qui va recevoir cette demande. Vous avez un médecin qui va recevoir cette demande. Ce médecin doit s'assurer de parler évidemment de toutes les possibilités, toutes les thérapies qui peuvent exister, doit présenter les soins palliatifs et s'assurer, si la personne le demande, qu'elle y ait un accès effectif, doit pouvoir lui permettre de rencontrer à sa demande ou à ses proches un psychologue ou un psychiatre, et doit ensuite voir 2 autres professionnels de santé dans le cadre pluriprofessionnel pour une collégialité. Je ne pense pas que demain vous ayez des médecins qui soient assassins en France et qui fassent n'importe quoi par rapport à ça. Se passer dans les familles les plus modestes où une personne peut, si elle est atteinte de maladies graves, une affection longue durée, estimer qu'elle est un poids estimer que elle devient un poids parce que les soins ça coûte cher. Il y a une prévalence d'ailleurs dans certains qui va regarder, qui va veiller justement à ce qu'on se dise pas, pardon pour l'expression, écoutez, on passe à autre chose avec lui. Mais les garde-fous sont là. Je voulais citer sur les critères d'éligibilité, sur la procédure de la réception de la demande d'une aide active à mourir. Et ensuite, vous avez toute la collégialité qui existe et la personne, jusqu'au bout, on doit quand même s'assurer que c'est véritablement ce qu'elle souhaite. Donc non, il n'y a pas des personnes qui vont pousser quelqu'un à une aide active à mourir pour récupérer le magot d'un héritage. C'est pas du tout. Ou même la personne peut elle-même se sentir un poids pour sa famille parce que les soins ça coûte cher, etc. Donc est-ce que finalement c'est pas une loi pour les bourgeois? Pardonnez-moi. Non, les bourgeois, ils partent en Suisse. Ils ont 10 000 ou 12 000 euros pour aller en Suisse. C'est bien, Donc c'est pas une loi pour les bourgeois. C'est pas du tout une loi pour les bourgeois. Les bourgeois ont déjà les solutions aujourd'hui. Mais c'est une loi qui protège les plus vulnérables. Ce n'est pas une incitation à l'aide active à mourir. C'est offrir un libre choix pour des personnes qui n'en pourraient absolument plus. On parle de quoi? On parle de personnes qui sont gravement malades, qui n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. La vie n'est devenue que de la survie pour elles. On doit pouvoir leur offrir ce choix. Et je vais être très honnête. Vous parliez des bourgeois. Je ne me considère pas comme un bourgeois, mais j'avais la connaissance d'un médecin qui a accompagné légalement mon père en France. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie qu'il y ait un enfant, qu'il y ait des parents qui aient à connaître les bons médecins pour faire ça dans la clandestinité. D'autant plus avec le risque pour les soignants qui peuvent le faire quand c'est pas encadré. Donc la loi, elle est là pour cadrer, pour protéger. Puisqu'on a le recul dans les pays qui ont autorisé, est-ce qu'effectivement, socialement, on voit une différence? Alors, j'ai regardé pour le Canada, il y a une double prévalence. D'abord, et ça peut être d'ailleurs contre-intuitif, je ne sais pas. Il y a d'abord une prévalence auprès des malades ou des patients très éduqués. Vous me le confirmez? Oui, je vous confirme. Ceux qui ont déjà, avant
longtemps réfléchi à cette question-là. Et puis il y a une deuxième prévalence qui est quand même chez les gens à faible moyens financiers, etc. Et donc c'est cette double prévalence qui existe. Rien n'indique d'ailleurs que ce serait la même en France. C'est difficile à dire. Non. Mais il y a une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous me confirmez que le texte de loi a revu la question de la collégialité ? Il y a eu un débat, oui. Parce que dans la sédation profonde aujourd'hui, le médecin ne peut pas décider tout seul. Il décide avec une équipe médicale. Oui. Et toutes les voix comptent. Dans le premier texte, il n'y avait qu'un médecin qui décidait, mais il devait demander l'avis d'autres médecins qui n'était pas un avis contraignant. Est-ce que ça a disparu du texte ? Alors je me permettrai juste de rembobiner, c'est le patient qui décide, c'est pas le médecin. C'est le patient qui décide si oui ou non il entre dans ce cadre-là. Et ensuite vous avez donc 3 professionnels de santé, le médecin qui reçoit la demande, un spécialiste de la pathologie concernée. Mais est-ce que l'avis et des médecins est contraignant ? Alors à la fin, le médecin doit s'assurer que ça rentre par cette collégialité. Si on lui dit non. Si on dit non à la personne, c'est qu'elle n'entre pas dans le cadre de l'aide active à mourir. C'est-à-dire que dans les critères d'éligibilité, elle ne rentre pas, donc elle n'aura pas d'aide active à mourir. Merci, puis on suivra le vote à l'Assemblée nationale, c'est d'ici quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous. Jonathan Denis-Chorpal, vous êtes président de l'association pour le droit de